Bonjour, bienvenue à toutes et tous sur notre e-atelier, donc aujourd'hui animé par des experts, des enseignants-chercheurs, professeurs des universités, mais également des professionnels sur la thématique des nouveaux enjeux de la formation professionnelle et notamment sur l'approche par compétences, le changement de paradigme avec la digitalisation de la formation, appuyée par des travaux de recherche et des expérimentations. Un lien renforcé entre recherche et formation, des acteurs comme la Société d'accélération du transfert de technologie, la SAT, mais aussi la CISAM, Cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille, nous dévoileront leur rôle, leur mission, mais également leur vision sur l'innovation, la valorisation des savoirs, le passage du concept à sa concrétisation, adossé à la formation professionnelle. Alors, la formation professionnelle d'Aix-Marseille Université, déjà, est un organisme à part entière de formation. Elle représente aujourd'hui plus de 10 000 stagiaires de formation continue en reprise d'études et 3 000 apprentis engagés sur nos 5 domaines disciplinaires répartis dans nos 17 composantes. La formation professionnelle d'Aix-Marseille Université est la première université en France à avoir fait le choix de s'engager dans la démarche de certification Calliope en sortie du premier confinement, c'est-à-dire autour de juillet 2020. Nous sommes fortement impliqués dans l'accompagnement à la validation des acquis, avec plus de 400 individus accompagnés par an dans le cadre d'une démarche soit individuelle ou collective d'entreprise. Acteurs majeurs dans l'accompagnement des reconversions, nous entretenons des liens étroits avec les différents acteurs de l'emploi, les financeurs, la région Sud, les acteurs de la reconversion, les CEP, le monde socio-économique, afin d'articuler en fait l'ensemble de nos dispositifs et permettre à chacune et chacun de construire un projet professionnel réaliste, réalisable, sécurisé, mais également individualisé. Mais tout d'abord, laissons place à Monsieur le vice-président délégué à la formation continue et à l'alternance, Éric Valerio. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc globalement, ce que j'aurais aimé vous dire pendant cette petite présentation, j'aurais aimé vous informer, vous faire part de toute l'évolution que va pouvoir faire l'université et qu'a fait l'université depuis ses 50 ans de formation continue. Je pense que les universités évoluent beaucoup en ce moment et se rapprochent de plus en plus des entreprises, du monde socio-économique pour arriver à satisfaire leurs besoins en termes de formation et de montée en compétences de leur personnel. Voilà, globalement, depuis la nouvelle réforme de 2018, donc nous avons observé une explosion de l'apprentissage, donc de l'alternance au travers de contrats d'apprentissage sur toutes les universités françaises et en particulier sur la nôtre, avec pour notre université une ouverture. Donc nous avions en 2018 une cinquantaine de formations qui étaient ouvertes à l'alternance et nous en avons cette année 120. Donc on a multiplié par 2,5 ce nombre de formations et on a le même facteur pour le nombre d'étudiants qui est passé d'à peu près un millier d'étudiants à 3 000 étudiants en alternance sur notre université. Voilà. Donc cette réforme a permis en fait de lever le frein qu'exerçaient certaines régions sur l'ouverture de formation à l'apprentissage et sur l'apprentissage dans le supérieur. Pour ce qui est de la formation continue, on évolue, on fait évoluer nos formations. Alors notre université en fait utilise tous les PIA pour transformer sa formation et pour qu'elle soit de plus en plus proche de ce qu'on pourrait attendre pour le monde socio-économique. Globalement, on va utiliser le PIA DREAMU, donc pour faire évoluer, pour transformer notre cycle L. On va utiliser notre PIA Tiger pour le cycle Master. On va utiliser donc Idéal, qui est une école des talents, pour former nos partenaires. On va utiliser Panorama, qui va nous permettre de travailler sur l'orientation des étudiants, et Empirique, qui en fait est un accompagnement des enseignants pour faire évoluer leurs pratiques professionnelles. Globalement,
dans tous ces PIA qui nous permettent de transformer nos formations, il va y avoir un axe de rapprochement du monde socio-économique, et il va y avoir un axe qui va permettre de faire évoluer toutes nos formations qui étaient à une époque théorique. Je pense que l'université était connue comme une source de connaissances académiques, et elle se transforme de plus en plus pour répondre aux besoins d'employabilité de nos enjeux, de ces enjeux de demain. Nous intégrons aussi dans nos formations de l'entrepreneuriat, en fait, en s'appuyant sur Pépites Provence sous forme d'unités d'enseignement, sous forme d'ateliers, sous forme d'ateliers de simulation de création d'entreprise. On introduit donc ces enseignements sur l'entrepreneuriat. On a même créé une licence professionnelle, un diplôme d'université, un master sur l'entrepreneuriat. Voilà, donc ce sont des thématiques qui nous intéressent, qui nous sont chères. Pour arriver à nos fins, en fait, il faut que l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie de formation séquencent en fait les blocs de compétences pour que toute personne souhaitant se professionnaliser et monter en compétences puisse mobiliser son CPF. Donc, l'apprentissage de ces compétences par un public en emploi nécessite l'utilisation de différentes modalités de digitalisation de la formation qui permettent une meilleure accessibilité à cette formation, que ce soit sous forme synchrone, asynchrone, en hybridation ou en classe inversée. Je vais laisser maintenant la parole à Patrice Lesné, qui va développer la notion même de compétence et de changement de paradigme sur le nouveau concept de la formation digitalisée. Voilà, Patrice, c'est à toi. Merci. Donc, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire part du plan de ma présentation, qui sera en 3 parties. Une première partie sur laquelle je reviendrai sur le contexte de la formation à l'INSPE, et je montrerai que nous sommes en perpétuelle évolution. Un deuxième point un peu sur lequel je m'attarderai un petit peu concernant le développement des compétences. On essaiera de voir qu'est-ce qu'une compétence, comment ça s'évalue, et je ferai un premier bilan d'une approche que nous avons donc mise en œuvre dans le cadre de nos parcours et de nos maquettes. Et je terminerai par un point sur les innovations pédagogiques et la digitalisation de la formation. Alors, le contexte de la formation à l'INSPE est assez particulier dans le sens où, pour nous, on pourrait dire que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement permanent, puisque nous avons subi de nombreuses réformes qui nous obligent à des modifications assez profondes de nos pratiques. Donc, cette année, nous avons mis en œuvre une nouvelle maquette. Nous avons élaboré des nouvelles maquettes de master qui remettaient en cause donc le curriculum, les méthodes pédagogiques, les manières de travailler en co-construction et de façon collaborative de nos équipes. Ces transformations pédagogiques sont cohérentes d'une certaine manière puisqu'elles sont pertinentes avec un référentiel de compétences professionnelles du métier qui existe dans l'éducation. Et nous avons donc dû construire dans un premier temps un référentiel de formation et ensuite une harmonisation au niveau national nous a donné un cadre de formation, un référentiel commun au niveau national. Et ce référentiel nous a imposé notamment une approche par compétences. Nous avions anticipé ces changements puisque depuis 2 ans, progressivement, nous avons intégré cette notion dans nos enseignements. Donc c'est une approche effectivement qui est cohérente puisque dans le milieu de l'éducation, petit à petit, elle se met en place dans les écoles et les établissements scolaires. Donc nous formons des enseignants dans une approche par compétences qui eux-mêmes devront enseigner dans les établissements scolaires où l'approche par compétences est à l'œuvre. Alors, les leviers sur lesquels nous sommes appuyés pour mettre en place cet APC est basé sur l'idée que voilà, ça va nous permettre de re-questionner la question de l'acquisition des connaissances par les élèves et les remédiations possibles des apprentissages.
Par ailleurs, nous avons un adossement fort aux recherches pluridisciplinaires en éducation et ça a été évoqué juste avant, le pôle pilote, le projet empirique, je dirais, est un moyen d'avoir des ressources financières et sur 10 ans, puisque c'est un projet sur 10 ans, et l'INSPE est partenaire de ce projet, et donc les recherches pluridisciplinaires sont mobilisées dans ce projet en synergie avec l'INSPE. Donc voilà un petit peu le contexte. Rentrons maintenant un peu plus dans la notion de compétence, puisqu'il faut tout de suite poser le fait que c'est un concept qui est relativement mal défini. Dans la littérature, on trouve de nombreuses définitions, certains en ont compté plus de 150. Donc c'est une notion problématique, une notion qui mérite quand même d'être discutée et d'être critiquée. Et nous avons fait ce travail-là en interne avec nos équipes pour essayer de poser ce concept. Et globalement, on pourrait dire qu'une compétence, ça décrit ce qu'un apprenant, alors un étudiant pour nous, doit être capable de faire, donc quelles actions il va mobiliser, et ce qu'il doit savoir pour faire, donc ce sont des connaissances, pour comprendre comment le faire et pourquoi le faire. Donc on voit déjà qu'il n'y a pas lieu de séparer connaissance de la notion de compétence. Les connaissances sont dans les compétences et donc elles vont se développer dans une articulation entre l'action sur le terrain et la formation, et elle va s'évaluer en contexte. Donc nous avons une définition dans le référentiel de formation qui a été posée, et chaque équipe pédagogique est partie de cette définition pour définir des niveaux de compétences à atteindre. Donc une compétence, ça suppose de définir des critères d'exigence, des situations professionnelles de référence, des apprentissages critiques, des niveaux de développement et des domaines de ressources. Donc nous sommes partis sur ce modèle-là, et les équipes pédagogiques ont travaillé à partir de ce modèle. Alors, la question qui est la plus vive aujourd'hui, c'est la question de l'évaluation des compétences. Comment on évalue une compétence? Alors là, nous sommes en train d'affiner un petit peu le référentiel d'évaluation, c'est-à-dire un référentiel qui permet d'instancier et de caractériser chaque compétence pour pouvoir les évaluer. Donc, nous avons des modalités de contrôle de compétences dans un contrôle continu, puisque les compétences se développent dans le temps, et avec la disparition du coût de la compensation, puisque avant, avec des notes, il était possible de faire des compensations entre unités d'enseignement. Là, avec l'approche par compétences, non seulement nous avons supprimé les notes, mais de fait, nous avons supprimé la possibilité de compensation, ce qui est quand même cohérent, parce qu'on pourrait difficilement imaginer qu'une compétence puisse combler une incompétence par ailleurs. Je prends souvent cet exemple qui est un peu trivial, mais imaginez un pilote de ligne qui soit compétent pour faire décoller son avion et incompétent pour le faire atterrir. Ben voilà, on ne va pas avoir de compensation entre les deux pour in fine dire que le pilote est compétent. Donc ça n'a pas de sens. Mais ça, du coup, ça a posé en profondeur des pratiques plus précédentes où les compensations étaient possibles. Du coup, nos étudiants doivent tous atteindre un niveau requis. Donc, évaluation positive et suppression des notes, je l'ai évoqué, et suivi et validation des compétences par e-portfolio, je vais y revenir, mais sachez déjà que nous expérimentons à partir du semestre prochain l'application l'e-portfolio Karuta, qui va être donc le dernier étage de la fusée pour nous, puisque le suivi du développement des compétences par nos étudiants va se faire via cet e-portfolio. Donc en fait, on ne peut pas se passer d'un outil comme celui-là qui permettra donc aux étudiants au fil de l'eau, au fil de la formation, d'apporter des preuves, entre guillemets, du développement de leurs compétences, des traces de leur activité. Pour finir sur cette question-là de l'évaluation, nous avons donc 5 niveaux de maîtrise qui sont décrits à l'aide de descripteurs. Donc c'est ces descripteurs qui qui viennent enrichir notre référentiel d'évaluation. Descripteurs qui permettent de caractériser chaque niveau. Donc le niveau 0
qui est le niveau d'entrée en Master 1. Nous visons le niveau 1 à la fin du Master 1, le niveau 2 à la fin du Master 2. Donc, la délivrance du Master MEF suppose que tous nos étudiants atteignent ce niveau-là pour l'ensemble des compétences du référentiel, au minimum. Les étudiants peuvent, au travers des traces de l'activité qu'ils auront déployée au cours de la formation, atteindre le niveau 3, voire le niveau 4, mais ces niveaux 3 et 4 ne sont pas exigés et pourraient être un développement qui se poursuivrait dans le cadre de la formation continuée et continue après le master. Alors, si je fais un premier bilan de ces, on va dire, 2 années d'expérimentation plus une année avec la nouvelle maquette depuis le mois de septembre, on peut en tirer quelques lignes de force en termes d'intérêt et de limites. Alors, au niveau des intérêts de cette approche, même si pour nous, il ne se pose pas vraiment en termes d'intérêt et de limites, puisque de toute façon, ça s'impose à nous, hein. Mais en fait, on s'aperçoit que le débat sur la notion de compétence et le changement de paradigme que ça suppose nous a permis de re-questionner l'articulation entre formation académique et formation de terrain, donc globalement aux questions d'alternance. Nos étudiants réalisent de nombreux stages d'observation, de pratique accompagnée, puis des stages en responsabilité, donc face à des élèves, face à des classes. Et donc, il y a une articulation progressive entre formation à l'INSPE, dite académique, et formation de terrain, qu'on pourrait dire pratique, et le développement des compétences qui inclut, comme nous l'avons dit, des connaissances et des capacités, voire des comportements, c'est aussi penser l'articulation entre donc, théorie et pratique, si je le simplifie à l'extrême. Deuxième intérêt, ça nous a permis de développer des pratiques d'enseignement et des pratiques nouvelles d'enseignement et d'apprentissage. Je reviendrai dans le dernier point, mais effectivement, ça a accéléré un certain nombre de pratiques nouvelles et ça a re-questionné en tout cas en profondeur les pratiques à ce niveau-là. Enfin, ça nous a obligés, plus que nous le faisions par le passé, à envisager des modalités d'évaluation plus formatives, c'est-à-dire moins certificatives, ce qui suppose donc un accompagnement au fil de l'eau sur un temps long, et développer aussi l'auto-évaluation, puisque dans la notion de compétence, il y a l'idée que le sujet, par des retours réflexifs sur sa pratique, va prendre conscience du développement de ses compétences. Donc là, je dirais ce sont 3 intérêts, 3 leviers forts qui ont impulsé une dynamique, mais tout ceci n'est pas sans poser quelques problèmes ou quelques limites. Ces changements de paradigme ne se décrètent pas et il faut vraiment accompagner ce changement. Notamment, nous avons mis en place des ateliers de développement professionnel qui permettent aux enseignants de se retrouver autour de questions liées à l'évaluation, liées à des nouvelles pratiques, liées aussi à la notion même de compétence. Donc, nous avons accompagné nos personnels enseignants au travers de ces ateliers. La dernière limite est posée par la notion elle-même de compétence, parce que la compétence, ça donne un but à atteindre. Donc nous, ce but à atteindre, il se traduit par des attendus. Mais bien souvent, le but à atteindre ne précise pas comment on parvient à atteindre ce but. Donc ça donne un objectif, mais ça ne dit pas beaucoup sur la manière dont on atteint cet objectif. Du coup, ces compétences doivent être caractérisées, hein, c'est-à-dire qu'on doit, pour chaque compétence, décrire les connaissances, donc les ressources qui vont être nécessaires, et ça va nous permettre de définir les différents niveaux de développement que j'ai évoqués avant, et donc c'est ce qu'on appelle le référentiel d'évaluation. Et vraiment, le référentiel de compétences n'est pas complet si on ne sait pas aussi comment on apprécie le développement de ces compétences et les différents niveaux. Il y aura toujours, un peu comme avec des notes, une mesure à faire. Et en ça, ça reste une question qui doit se poser. Alors, je vais terminer mon propos par la dernière partie sur les... alors, innovation, je le mettrai entre guillemets, parce que il faut encore prouver que ce sont des innovations. De nombreux auteurs en sciences d'éducation montrent qu'on recycle beaucoup de
d'approches pédagogiques qui sont anciennes, et on colle les étiquettes d'innovation parfois un petit peu trop vite. Mais c'est vrai que ces nouvelles pratiques qui pourraient s'apparenter à des innovations pédagogiques s'accompagnent du numérique globalement, hein. Donc c'est vrai que nous avons mis en place une formation à distance, hein, pour former les professeurs des écoles. Donc ça, c'est quelque chose qui est en place depuis 2 ans, et qui permet donc à des étudiants de suivre la formation à distance. Alors c'est une formation qui n'est pas complètement à distance, hein, il y a des moments présentiels. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne déjà depuis quelques années. Et puis, avec l'épisode de Covid que nous avons connu, force est de constater que ça a été un accélérateur de pratiques nouvelles, hein, sous laquelle on met le terme d'hybridation. Mais c'est vrai que dans cette période de contrainte, un certain nombre de pratiques se sont développées, et on est dans la phase aujourd'hui où on essaie de tirer parti de cette expérience pour garder à certains moments des pratiques qui fonctionnent. Donc dans beaucoup de nos parcours, on continue à fonctionner sous un mode hybride, alors avec toutes les déclinaisons, hein, la comodalité, la classe MRC, voilà, il y a beaucoup on pourrait passer du temps à préciser d'ailleurs ce que veut dire hybrider les formations. Mais en tout cas, il y a tout un tas de formes nouvelles qui apparaissent. Et notamment, je pilote personnellement un groupe thématique numérique sur les questions d'hybridation avec le ministère. Donc, nous avons décroché un projet financé sur ces questions-là, où on se pose la question de l'hybridation des formations et de son impact sur la forme scolaire en général. Et alors, en termes d'innovation, plus précisément en relation avec le numérique, nous testons de plus en plus des outils qui sont plus vraiment nouveaux, hein, parce que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, ça a déjà une histoire. Mais dans certaines de nos formations, nous avons recours à ces nouveaux outils. Et en particulier dans le cadre d'une recherche collaborative sur le recours au mobile learning, où là, on a des applications qui peuvent fonctionner sur smartphone et qui permettent donc de proposer des modules de formation ayant recours à la réalité augmentée notamment. Voilà, donc tout ça fait partie de ce que j'oserais appeler l'innovation, puisque c'est quand même des dispositifs qui sont assez ponctuels dans la formation, qui commencent à émerger, et sur lesquels des recherches, notamment en sciences d'éducation, essayent de montrer la plus-value pour les apprentissages et pour l'enseignement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et je vais donc, on va écouter, je crois, Caroline Ladage, qui va prendre la suite. Bonjour, mon nom est Caroline Ladage, je suis professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Aix-Marseille. Je suis responsable pédagogique d'un parcours de formation entièrement à distance proposé en sciences de l'éducation et de la formation en 2e année de master. Je vous propose un bref témoignage sur ce parcours. La formation continue en sciences de l'éducation et de la formation que je vous présente s'adresse à toute personne qui souhaite devenir responsable de formation et qui souhaite se professionnaliser dans les métiers de la formation, le tout en formation à distance. Les profils de nos étudiants sont très diversifiés. Ils viennent tout d'abord de différentes spécialisations en formation initiale. Nous nous adressons aussi bien à des médecins, à des cadres de santé, à des personnes qui sont issues du système scolaire en général, de formation professionnelle de tous ordres, de tout type de métier, de tout type de spécialisation ou d'expertise, où on peut être à un moment donné amené à se dire « j'ai besoin de compétences spécifiques pour devenir formateur ». J'ai besoin de connaissances sur ce monde de la formation et de l'éducation pour pouvoir mieux envisager cette relation éducative, cette relation de formation avec dans un centre de formation ou sur le milieu de travail. Et donc, nous accueillons une diversité de parcours professionnels
de personnes qui viennent d'une diversité de contextes professionnels. Et tous avec le point commun, ce souhait de s'orienter vers les métiers de la formation, de l'encadrement et de l'accompagnement. Ce point commun amène à des besoins spécifiques en formation pour tout un chacun, ce qui veut dire que nous devons être capables d'individualiser les parcours. Comment? Eh bien, nous nous appuyons principalement sur le numérique pour pouvoir assurer cette diversité de parcours que nous devons dessiner. Mais vous allez voir, ce n'est pas tout. Alors, cette recherche d'une professionnalisation dans le champ de l'éducation et de la formation à partir de cette diversité de profils et de contextes professionnels, c'est un sacré enjeu pour une formation. Et donc, comment répondre aux besoins en professionnalisation dans des temps contraints d'une année de master? Nous avons donc l'obligation d'une individualisation des parcours, faute de quoi nous ne pourrons jamais répondre aux besoins spécifiques de tout un chacun de nos étudiants. C'est pourquoi nous nous appuyons sur le numérique, sur les outils digitaux, sur les outils de l'information et de la communication. L'individualisation des parcours passe pour nous, bien évidemment, en formation à distance, par le recours au numérique. Ce recours au numérique qui nous permet de diversifier justement en adaptant l'utilisation de nos outils aux besoins spécifiques des étudiants. Ce besoin spécifique peut être aussi de répondre à leur rapport particulier au numérique qui peut plutôt passer par l'écrit ou plutôt passer par l'oral. Et donc notre plateforme pédagogique peut s'adapter à cette diversité de rapports au numérique de par une offre d'outils vraiment très très riche. Mais alors pourquoi avoir mis un ordinateur avec un écran en ébullition? Eh bien, c'est quand même pour souligner le fait qu'il y a de réels enjeux derrière cette diversité de profils et aussi cette diversité de rapports au numérique que je souhaite encore un tout petit peu approfondir dans mon témoignage. Alors, quels sont ces enjeux pour ce master? Le master RFIO, donc responsable de formation, intervenant en organisation, c'est le titre officiel. Eh bien, les enjeux, c'est tout d'abord ce que j'ai déjà cité, cette individualisation des parcours pour cette diversité de publics. Il y a une réelle adaptation que nous cherchons à faire par rapport au projet professionnel de tout un chacun. Cela suppose des pédagogies qu'on pourrait qualifier de la différence ou de l'hétérogénéité, puisque à chaque fois, il y a ce besoin d'adaptation au caractère de tout un chacun, à leur surcharge de travail aussi parfois, à cette difficulté de s'adapter à un environnement numérique qui est complexe puisqu'il concentre, l'air de rien, toute une formation tout au long de l'année. Il y a aussi l'enjeu de maintenir des interactions avec le monde socio-économique pour accompagner cette professionnalisation et pour vérifier si ce que nous enseignons répond bien aux besoins de tout un chacun dans son poste de travail. Sans oublier que pour maintenir un groupe, un effet vraiment de groupe à distance, nous encourageons la collaboration avec des outils soit synchrones, soit asynchrone pour vraiment maintenir une cohésion de groupe et un effet de groupe, on avance plus facilement ensemble. Mais c'est un enjeu pour nous puisque on s'adresse à des profils étudiants très diversifiés dont les disponibilités tout au long de la journée ou tout au long d'une semaine sont rarement les mêmes. Et donc le mot que vous lisez au centre de cette diapositive, c'est le mot que je retiendrai pour terminer ce témoignage, puisque c'est l'accompagnement qui est essentiel. L'accompagnement de l'équipe pédagogique dans la progression de tout un chacun et dans la progression également du groupe. C'est pour ça que j'ai aussi synthétisé ces diapositives et que vous retrouvez ce mot accompagnement en dessous du titre enjeu, puisque c'est un réel enjeu qui change chaque année, puisque aucune promotion ne se ressemble. Et on voit réellement, grâce à la formation continue, toute l'évolution de la société et aussi l'enjeu de l'université d'arriver à chaque année à nous adapter à cette évolution, tout en gardant le cap que propose toujours de garder l'université. Donc,
les enjeux sont très importants. Pour terminer ce bref témoignage, nous proposons ce master de responsable formation depuis une bonne vingtaine d'années déjà, principalement à des étudiants de la formation continue dans les situations que je vous ai décrites, de professionnalisation dans un métier qui existe souvent déjà, mais dans lequel nous n'avons jamais eu de formation professionnelle et universitaire pour asseoir réellement sa légitimité dans son poste de travail. Ce sont les étudiants qui sont venus vers nous pour nous demander de passer cette formation au moins en partie à distance. Et c'est donc depuis 10 ans que nous la proposons dans une formule d'abord hybride, mais qui depuis 2-3 ans bascule de plus en plus à distance pour garder une ouverture vers cette diversité de profils étudiants, que ce soit au niveau géographique, mais aussi au niveau du tissu socio-économique. Et cette formation à distance, finalement, présente beaucoup plus de flexibilité que des formations mixtes. Cela n'empêche pas que nous sommes très heureux de l'évolution récente vers des formations plus en synchrone et cette habitude que tout un chacun a quand même pris des réunions Zoom alors pour n'en citer qu'un puisque c'est l'outil que nous utilisons à l'université Aix-Marseille, mais les visioconférences ont quand même permis aussi une meilleure participation de tout un chacun. Et pour finir, cela encourage aussi cette présence à distance qui est nécessaire, d'où ce mot-clé vraiment central dans mon témoignage, qui est l'accompagnement et l'individualisation des parcours, sans quoi il me semble que la formation continue, et surtout la formation continue à distance, ne peut pas fonctionner. La présence de l'équipe pédagogique à distance est vraiment fondamentale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous laissons place maintenant à Rémi Casanova qui va nous présenter le Centre de réalité virtuelle de la Méditerranée ainsi que la plateforme technologique d'Aix-Marseille Université. Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Casanova, je suis enseignant-chercheur et vice-doyen en charge des relations au monde socio-économique à la Faculté des sciences du sport et je mène mes recherches à l'Institut des sciences du mouvement et notamment au sein d'une plateforme technologique Aix-Marseille, le Centre de réalité virtuelle de la Méditerranée. Je vais vous parler de ce qu'est une plateforme technologique et plus précisément la nôtre, le CRVM. Donc, les plateformes technologiques, ce sont des plateformes qui sont labellisées par l'INSERM, le CNRS et Aix-Marseille Université et qui rassemblent différentes ressources. Ce sont des lieux de valorisation, d'innovation et de transfert technologique dans lesquels on a rassemblé tout ce qui est matériel, locaux, compétences et ressources humaines disponibles dans les laboratoires d'Aix-Marseille Université, du CNRS et de l'INSERM. Ces plateformes sont au service des laboratoires de recherche, mais surtout du monde socio-économique, avec une mission spécifique sur la formation, que ce soit formation continue ou professionnelle. Et donc, je vais vous montrer l'implication que ça peut avoir à travers un exemple, celui de la plateforme CRVM. Donc, c'est d'abord un lieu. Donc, le CRVM, le Centre de réalité virtuelle de la Méditerranée, se situe à la Faculté des sciences du sport sur le campus de Marseille-Lumini. Il est supporté par l'Institut des sciences du mouvement, le laboratoire auquel j'appartiens. Donc, les locaux du CRVM contiennent tous nos matériels, mais pas que, puisque bien entendu, comme on est en centre de réalité virtuelle, nous avons également des espaces virtuels de travaux. Donc, c'est également des espaces numériques que nous fabriquons pour pouvoir travailler, échanger et utiliser les compétences et les ressources que la réalité virtuelle peut nous amener. Ces plateformes technologiques rassemblent toutes les compétences en termes de matériel, en termes de compétences scientifiques et techniques et de ressources humaines. Donc, en termes de matériel, la plateforme CRVM a un grand nombre de supports pour fabriquer des outils de réalité virtuelle. Donc, que ce soit des outils
ambitieux comme un Cave que vous voyez ici en haut à droite, ou des casques comme les Oculus, les Vive, des casques de réalité virtuelle qu'on a aujourd'hui. Nous avons également des simulateurs un peu plus spécifiques comme des simulateurs de conduite. Et puis nous avons des outils comme l'HoloLens de Microsoft que vous voyez ici en bas à droite pour faire de la réalité augmentée. Mais la réalité virtuelle, ça peut aussi se faire sur des supports 2D, smartphone, tablette ou ordinateur. Ces matériels ne sont en fait que des outils et ils vont nous permettre de développer des contenus que vous pouvez déjà voir à l'écran sur les quelques exemples qui sont ici. Donc des contenus où on va pouvoir mettre des gens en situation de conduite, de VTT, de gestes sportifs, de gestes de maintenance, mais également dans des situations d'apprentissage. Alors, le Centre de la réalité virtuelle de la Méditerranée est à la fois des compétences de conseil, de développement, mais également d'évaluation. Donc, voilà le type de contenu que nous sommes capables de développer ou d'évaluer. Ça peut être des contenus de type vidéo ou photo 360, qui peuvent être liés à du contenu virtuel, comme des explications sur des phénomènes physiques ou des explications sur des process à respecter dans le cas d'une maintenance, par exemple, ou de l'utilisation d'une plateforme, de travaux pratiques. Mais ça peut être également du contenu complètement virtuel. Donc, vous avez ici un exemple réel et puis juste en dessous un exemple virtuel dans lequel on peut mettre autant d'objets, d'interactions que nécessaire pour la réalisation d'applications. Nous faisons aussi des situations beaucoup plus ambitieuses, comme des situations sportives, des situations urbaines, des situations industrielles, dans lesquelles les gens vont pouvoir venir apprendre des gestes, des procédures, des compétences nécessaires pour le monde socio-économique. D'un point de vue un peu plus pédagogique, nous développons également du contenu plus 2D, sur des serious games. Donc, comme vous pouvez le voir en haut, par exemple des TP pour la faculté de pharmacie avec l'utilisation de microscopes électroniques virtuels ou des séquences d'apprentissage sur le diagnostic, sur la consultation pour des pharmaciens. Toutes ces situations vont être mises en place pour pouvoir faire vivre une expérience, une situation d'apprentissage, une situation de découverte d'un monde professionnel à des utilisateurs de la réalité virtuelle. Et donc, la compétence vraiment spécifique que nous avons au CRVM, c'est d'avoir une grande connaissance du comportement humain, de l'expérience utilisateur qui va pouvoir être vécue dans ces situations, dans ces simulations, et notamment de l'évaluer. Donc, c'est-à-dire de mesurer le comportement, de mesurer la séquence d'apprentissage et de regarder la performance qui a été faite par les gens qui sont dans ces simulations. Alors, je vous ai dit aussi que c'était au service du monde socio-économique et de la formation. Et donc, je vais vous présenter quelques exemples de choses que nous sommes capables de faire au sein du CRVM. Nous menons en place des formations sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte précisément. Donc, nous sommes capables de former des gens pour fabriquer du contenu, évaluer du contenu, développer du contenu ou simplement utiliser du contenu. Nous avons par exemple organisé des matinées pour sensibiliser à l'approche cognitive et la réalité virtuelle avec le SFPC ces dernières années. Nous avons, comme je vous l'ai déjà signalé, des capacités de développer des serious games. Donc, nous avons par exemple ici un serious game pour la faculté de pharmacie où le principe est de faire la séquence pédagogique de TP que les étudiants peuvent réaliser en réel dans leur faculté de manière dématérialisée, comme une révision, comme une aide à la valorisation des compétences qu'ils auront acquis par l'utilisation de ce microscope virtuel. Nous mettons également en place des outils où des interactions et des zones d'échange sont possibles de manière un peu plus riche que dans les outils de visioconférence classiques, donc avec par exemple du développement de salles, de scènes dans lesquelles on peut échanger grâce à des avatars, grâce à des outils mis en commun,
mais également, nous avons de nombreux travaux de recherche sur l'interaction que l'on peut avoir avec une personne à distance, comment on peut collaborer, comment on peut parler à quelqu'un qui va être signifié par un avatar, et comment ce genre d'échange peut améliorer ou enrichir, on va dire, l'expérience pédagogique à distance. Donc, vous voyez que toutes les compétences du laboratoire et de la plateforme sont mises à disposition grâce à cet outil administratif qu'est la plateforme technologique CRVM, de la formation, du monde socio-économique et notamment de la formation professionnelle. Les plateformes sont bien entendu complètement en synergie avec tous les acteurs de l'innovation, de la recherche et de la formation. Et bien entendu, elles font partie des outils de valorisation que Aix-Marseille Université et ses partenaires met en place pour interagir de manière efficace avec les industriels. Et tout cet écosystème a été signifié dans à la Cité de l'innovation des savoirs que maintenant Charlie Barla va vous présenter. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Rémi pour la transition. Donc Charlie Barla, je suis directeur donc de la Cité de l'innovation et des savoirs Aix-Marseille. Je suis professeur à Aix-Marseille Université. La Cité de l'innovation et des savoirs Aix-Marseille, elle a été créée en septembre 2018 il s'agit d'un partenariat public-privé entre Aix-Marseille Université, la métropole Aix-Marseille-Provence et deux partenaires de fleurons industriels provençaux que sont CMA-CGM et l'Occitane. Comme vous pouvez le voir sur la présentation, si j'arrive à la partager, on est bon. Donc ces structures publiques et privées se sont associées dans l'objectif un petit peu de renforcer les liens entre les acteurs du monde socio-économique et les différents services qui peuvent être proposés par l'Université d'Aix-Marseille, mais également par différentes entités qui valorisent l'innovation de la recherche publique à destination du monde socio-économique, associatif et culturel. Et donc, Aix-Marseille-Provence, la métropole, a créé une structure d'accompagnement dédiée aux startups dans 3 domaines que sont les industries culturelles et créatives, l'économie bleue, donc tout ce qui touche à la mer, au port, au littoral, et l'économie verte, tout ce qui est qualité de vie dans la ville méditerranéenne et transition énergétique. Et cette structure s'appelle l'accélérateur M à destination de startups, qui vient dans la continuité directe des incubateurs Allègre qui ont été créés à la fin des années 90 suite à la loi Allègre pour pouvoir générer un continuum entre les startups qui peuvent être issues de la recherche publique et qui sont donc créées dans ces incubateurs Allègre pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires de ces entreprises. Le groupe L'Occitane et le groupe CMA-CGM ont également créé 2 structures d'accompagnement de startups, donc Obratory pour le groupe L'Occitane et The Box pour CMA-CGM. Donc The Box se positionne sur de l'incubation et de l'accélération de startups qui ont déjà des produits sur le marché, qui travaillent dans le domaine de la transition numérique du transport maritime, et donc tout ce qui va être digitalisation également des différents métiers qui peuvent exister, que ce soit chargement de containers par exemple sur un bateau pour les transporter, qui s'appuie sur des technologies d'intelligence artificielle, d'industrie 4.0, de réalité augmentée, de réalité virtuelle et d'Internet des objets également. L'Occitane et Obratory. Il est en plein écran sur mon PC. Je pense que c'est pas la bonne fenêtre qui est partagée du coup. Il doit y avoir 2 écrans. Non, en fait, c'est... Ouais.
faut que tu arrêtes le partage et que tu repartages la partie partage, la présentation en fait. Il faut que j'arrête le partage. OK. Et que je repartage. Bon, je ne l'ai plus. Tac, 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 tac. Vous l'avez là? C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Désolé pour reprendre, donc Obratory accélère des startups dans le domaine des cosmétiques et du bien-être, également du marketing digital pour justement favoriser tout ce qui va être start-up dans ce domaine, qui peuvent être issus de l'université ou pas. Donc, toutes ces structures hébergent via des comités de sélection et hébergent des start-up dans différents domaines, comme vous avez pu le voir. Et nous, Aix-Marseille Université, donc ça nous permet justement de valoriser auprès de ces entreprises l'ensemble de nos talents. Et donc, on regroupe un petit peu tous les acteurs de l'écosystème de l'innovation issus de la recherche publique, c'est-à-dire toutes les recherches internes qui peuvent être menées dans les laboratoires de recherche, où on a des représentants de la DRV qui viennent régulièrement au sein de la CISAM dans un format bureau d'accueil, et également des autres tutelles du site, tout ce qui va toucher à la recherche partenariale, donc tout ce qui est montage de projets, collaboration de recherche, prestation de services, mais également accompagnement au dépôt de projets européens avec Protis Valor, avec l'Institut Carnostar, avec également l'ensemble de nos 64 plateformes technologiques qui sont labellisées par Aix-Marseille Université, le CNRS et l'INSERM. Tout ce qui touche au transfert de technologie, qui est géré par la SED Sud-Est aujourd'hui, donc tout ce qui est gestion d'actifs de propriété intellectuelle, pour pouvoir licencier à des entreprises existantes des brevets ou des logiciels ou des marques ou des modèles, ou aller vers la création d'entreprises pour que les incubateurs Allègre puissent créer ces entreprises issues de nos laboratoires de recherche avec les enseignants-chercheurs et les chercheurs concernés. Et ensuite, ils vont pouvoir suivre différentes phases d'incubation ou d'accélération publico-privée dans ces accélérateurs. Nous avons également des partenariats avec des fonds d'investissement, qu'il s'agisse de Sofimac Innovation, qui est désormais devenu UI Investissement, et également le fonds d'investissement de la région Sud. Donc, toutes ces recommandations, en fait, d'accueillir un petit peu l'intégralité du parcours de l'innovation au sein d'un seul et même bâtiment, sont issues des recommandations issues du rapport Chameau, qui était paru en juin 2019. Donc, notre rôle, l'équipe AMU au sein de ce bâtiment, il est vraiment de valoriser l'ensemble des offres de services qui peuvent être présentes dans l'ensemble de ces structures. Et donc, tout ce qui va toucher au recrutement, principalement, donc tout ce qui va être recrutement de stages, recrutement de thèses ou de thèses cifres. Et nous avons signé plus de 4 thèses cifres depuis l'ouverture avec des startups de ces 3 accélérateurs privés ou publics. Des contrats de collaboration de recherche, bien évidemment, c'est-à-dire qu'une start-up, pour qu'elle puisse lever des fonds, il faut qu'elle ait des technologies qui soient à forte valeur ajoutée. Et donc, le travail de bibliographie qui est mené par l'ensemble des enseignants-chercheurs sur le territoire nous permet justement d'être up-to-date par rapport à ce qui est fait au niveau international, et ça permet justement de générer des contrats de collaboration en fonction des besoins en innovation de ces startups. Nous avons également obtenu des financements subventionnés donc pour des laboratoires, notamment le laboratoire d'informatique et des systèmes, puisque nous avons obtenu une chaire avec un partenaire industriel qui s'appelle Enedis, donc qui gère le réseau électrique sur la métropole Aix-Marseille-Provence, et donc qui amène l'électricité jusqu'aux prises de courant. Et l'objectif de cette chaire, c'est un petit peu de développer un simulateur qui permettra l'implémentation de bornes de recharge électrique sur la métropole, puisque si vous êtes dans une zone industrielle ou dans une zone d'habitation, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins
En termes de recharge, dans la zone industrielle, ça va être surtout la journée et dans des zones d'habitation, plutôt la nuit. Et donc, Enedis partage ces données du réseau électrique et donc les enseignants-chercheurs du LIS vont venir utiliser ces données pour développer des algorithmes, puisque si on veut que ça marche, l'intelligence artificielle, il faut avoir des données justes et des données réelles sur lesquelles on va entraîner des algorithmes pour permettre d'avoir une valeur ajoutée de l'algorithme et du logiciel qui est travaillé. Un second exemple, c'est aussi un projet IDEMO qui a été obtenu avec CMA-CGM, donc financé par BPI, donc plus de 25 millions d'euros de financement pour une dizaine de partenaires, dont le laboratoire d'informatique et des systèmes qui bénéficie d'une enveloppe de 2,5 millions d'euros de subventions pour digitaliser le transport maritime et donc améliorer les processus et les services de CMA-CGM à l'avenir. Je suis vraiment désolé, mais j'ai un problème sur ma presse. Ça ne marche plus. Là. Donc, comme je vous le disais, notre offre de service, c'est de proposer aux entreprises, donc présentes dans le bâtiment, mais également l'ensemble des entreprises sur le territoire, de la métropole ou de la région, ou même au niveau national, de pouvoir recruter des talents, donc d'avoir accès rapidement aux responsables de formation pour pouvoir recruter des stages, pour pouvoir lancer des tests chiffres aussi avec des laboratoires. On a réalisé également des challenges étudiants qui étaient pilotés par l'accélérateur M dans le cadre d'un projet structurant sur le territoire qui s'appelle Smartport. Donc, nous sommes membres fondateurs Aix-Marseille Université avec la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille Provence et également le Grand Port Maritime de Marseille, où des étudiants d'écoles d'ingénieurs et d'Aix-Marseille Université ont développé des logiciels de data visualisation, donc de visualisation de données qui étaient fournis par les entreprises partenaires de ce hackathon. Nous mettons également en relation les besoins en innovation des entreprises qui est souvent interdisciplinaire. Il est rare qu'une innovation en entreprise elle soit monodisciplinaire et dépendante d'un seul enseignant-chercheur dans un labo. Donc nous, notre rôle, ça va être de bien identifier le besoin de cet industriel pour pouvoir aller identifier les chercheurs et pouvoir organiser des réunions entre ces chercheurs et l'industrie et l'entreprise qui souhaite innover. Donc, on va également proposer des brevets qui sont déposés par la CED Sud-Est, issus des laboratoires de recherche publics. On propose aussi des réponses à des appels à projets nationaux et européens. Je vous ai donné l'exemple de la chaire avec Enedis qui a été financée par l'ANR, mais également un projet IDEMO financé par BPI avec CMA-CGM. Et donc, on est en mesure aussi d'accompagner les startups avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème, donc de faire de l'hébergement, du mentorat, des challenges d'open innovation, accompagner les startups sur le développement commercial et aussi sur du financement, puisque notre fondation Amidex a lancé des financements à destination d'entreprises sur le territoire qui n'avaient pas encore de lien avec Aix-Marseille Université, des laboratoires de recherche. Et donc, c'est 6,5 millions d'euros qui sont investis par notre fondation pour pouvoir créer et initier des collaborations de recherche avec des compétences dans nos laboratoires. Enfin, on organise également des événements et du networking. Sur la base des résultats obtenus donc depuis septembre 2018, Aix-Marseille Université, l'ensemble des partenaires du site de la Fondation Amidex, donc le CNRS, l'INSERM, la PHM, le CEA, l'IRD, Sciences Po Aix et l'École centrale Marseille ont souhaité répondre à un appel à projet au PIA 4 appelé Excellence, pour justement bâtir un écosystème interdisciplinaire d'innovation sociale et technologique autour de la CISAM. Et donc, le nom du projet, c'est CISAM+, et d'être en lien avec l'ensemble des acteurs du territoire pour relever le défi de l'innovation en croisant les compétences individuelles et collectives, que ce soit en matière de recherche, présente dans nos laboratoires, d'ingénierie également, de management, présente à l'IAE et à la FEG, la Faculté d'économie et gestion, et également la création d'une filière d'enseignement spécifique au design, c'est-à-dire au design de produits et de services en partenariat avec l'école Condé, donc, qui est présente également dans le 2e arrondissement de Marseille. Et donc, ce projet CISAM+, il s'appuie sur 3 missions. La première est bien évidemment une mission de formation, puisque c'est notre mission régalienne à l'université, pour intégrer, partager et diffuser les compétences d'innovation
à nos étudiants, mais aussi à l'ensemble de nos salariés sur le site et aussi potentiellement via de la formation continue à destination du monde socio-économique, associatif et culturel. La deuxième mission, c'est une mission d'accompagnement pour proposer une offre de services d'innovation, c'est-à-dire de bureaux d'études, de conception, de prototypage et de design aux chercheurs, mais également aux acteurs socio-économiques et aux étudiants entrepreneurs du pôle Pépite Provence. Et enfin, une mission de partage et de coopération pour s'affirmer comme un lieu d'open innovation de référence sur 3 thématiques que je vous donnerai juste après, pour favoriser les rencontres et les coopérations entre les enseignants-chercheurs, les étudiants, les acteurs socio-économiques, associatifs et culturels, mais aussi faire participer les citoyens à co-innover avec l'ensemble de cet écosystème au sein de CISAM qui seront dupliqués dans des campus. Le projet CISAM+, donc, se focalisera sur 3 thématiques clés: les technologies pour la santé, regroupées autour de l'imagerie, des biotechnologies, du sport et du bien-être, les industries culturelles et créatives, donc tout ce qui va tourner autour de la vidéo, des sons, des images et de la réalité augmentée, réalité virtuelle, ainsi que la responsabilité sociétale et le développement durable pour les économies vertes et les économies bleues, pour les entreprises du territoire, mais aussi nationales. Donc notre mission de formation, elle s'intègre à la suite de projets structurants qui ont déjà été obtenus, comme le disait le vice-président Éric Valerio tout à l'heure, les projets Tiger, Idéal, qui visent à développer des formations à la carte pour nos étudiants. Là, on va proposer 2 parcours à nos étudiants. Ça va être une sensibilisation pour fournir les compétences complémentaires en innovation aux étudiants qui suivent un diplôme à Aix-Marseille Université, mais également au personnel du site qui désireront utiliser leur CPF pour pouvoir suivre ces parcours de sensibilisation. Deuxième étape, ce sont des parcours de spécialisation où l'objectif, c'est de proposer des formations dont le cœur de compétences se focalise sur les innovations sociétales et technologiques à fort impact et qui vont inclure des unités d'enseignement spécifiques dédiées à l'apprentissage du dessin, de 150 heures par an dès la L2 et de 180 heures par an en master. Il faut savoir qu'il y a déjà quelques universités en France qui proposent des UE en design, à savoir Sorbonne Université, l'Université des Pays de l'Adour, de Pau et des Pays de l'Adour, et également Cergy-Pontoise, qui a lancé ses formations en septembre 2021. Notre volonté, c'est d'avoir des formations qui soient beaucoup plus appliquées. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 80% de cours magistraux et de TD et 20% de TP sur l'ensemble de nos formations au sein d'AMU. Et quand on compare à ce qui peut être fait dans d'autres universités technologiques au niveau européen, comme par exemple à Munich ou à Eindhoven ou à l'ETH Zurich ou à l'EPFL de Lausanne, on s'aperçoit qu'ils sont à plutôt 50% de CM et de TD et 50% de TP. Et donc, ce que l'on souhaite mettre en avant, c'est vraiment l'interdisciplinarité et donc de mélanger des étudiants de différentes composantes pour pouvoir prototyper des innovations sociétales et technologiques à fort impact correspondant à des besoins qui auront été émis et soumis par des acteurs du monde socio-économique, associatif et culturel. Et ça, c'est déjà des projets qui ont été initiés au sein d'AMU, avec notamment le projet DroneAMU, que vous pourrez visionner en allant sur YouTube, où on a mélangé des étudiants de la faculté des sciences du sport, de l'école d'ingénieurs universitaires Polytech et également de la faculté de droit et de sciences politiques et de l'IAE d'Aix-en-Provence. Donc, nos CISAM vont se dupliquer, comme vous le voyez sur cette cartographie. Nous en aurons 2 sur Aix qui sont thématisées, une sur les industries culturelles et créatives à Schumann, une autre au niveau du campus de l'Arbois, en lien avec les économies bleues et les économies vertes, une CISAM plutôt dédiée aux sciences de l'ingénieur sur le campus Étoile, une CISAM sur les industries culturelles et créatives également au niveau du parc Longchamp à Liméra, une CISAM santé à la Timone, une CISAM sport santé biotech à Lumini et également une CISAM fortement soutenue par le CNRS, puisque le CNRS ouvrira également une CISAM sur le site de Joseph Héguier. Dans ces CISAM, on y retrouvera un Fab Lab de 100 m² pour pouvoir faire du pré-prototypage pour nos étudiants, avec un ingénieur qui sera bien évidemment présent régulièrement pour pouvoir accompagner nos étudiants dans ces projets, des bureaux individuels pour des réunions confidentielles, des salles de formation connectées pour la formation initiale et continue, des bureaux en open space pour l'accueil d'entreprises et de partenaires, puisque ce que l'on souhaite, c'est un petit peu dupliquer le modèle que nous avons mis en place sur la CISAM B0 dans le centre de Marseille avec CMA-CGM et l'Occitane, pour convaincre d'autres grands groupes
Français de rejoindre cette initiative sur le territoire de manière des emplois sur ce territoire pour permettre à nos étudiants d'avoir une meilleure insertion professionnelle sur le site et leur éviter d'aller dans d'autres villes ou dans d'autres territoires nationaux ou internationaux pour pouvoir trouver leur premier emploi. En gros, le projet, on peut le résumer sur cette slide de synthèse. Donc, un bâtiment dans nos principaux campus, un bâtiment, donc CISAM, dédié aux innovations, où on viendra enseigner aux licences, au master et au doctorat des formations dédiées aux innovations sociétales et technologiques. Donc, le parcours de sensibilisation, où nous aurons des systèmes connectés, des outils numériques collaboratifs qui permettront aux étudiants de le suivre à distance. Ensuite, des partenaires externes qui déposeront leurs projets d'innovation sur une plateforme digitale. Donc, un comité technique, bien évidemment, composé d'enseignants, chercheurs et d'ingénieurs présents dans nos laboratoires de recherche, sélectionneront ces projets pour faire des allers-retours et mieux définir le besoin, si ce n'est pas assez précis avec l'industriel concerné. Puis, on proposera aux étudiants de s'inscrire directement sur le projet qu'ils souhaitent développer et mettre en application en s'appuyant sur l'ensemble des compétences présentes dans nos laboratoires de recherche, mais aussi sur l'ensemble de nos plateformes technologiques du site, de manière à ce que ces étudiants, sur le parcours de spécialisation, puissent utiliser les Fab Labs pour pré-prototyper les solutions, pouvoir faire des tests utilisateurs et donc proposer aux citoyens à proximité des campus de venir participer aussi à cette co-conception avec les étudiants et les entreprises du territoire pour revoir les spécifications, finaliser un prototype et le restituer à l'entreprise qui en aura fait la demande ou aller vers de la création d'entreprise en partenariat, bien évidemment, avec l'ensemble des acteurs, que ce soit Pépite Provence, nos étudiants entrepreneurs, la SAT Sud-Est, sur tout ce qui va être protection d'invention par la propriété intellectuelle, accompagné par la suite par les incubateurs pour pouvoir augmenter le nombre de startups créées sur le territoire. À terme, c'est 12 000 étudiants qui seront formés sur le parcours de sensibilisation, 3 000 étudiants par an sur le parcours de spécialisation. On envisage de passer de 6 startups créées à 30 startups créées par an à 10 ans, puisque c'est un projet qui durera 10 ans. Et donc, la réponse de cet appel à projet aura lieu le 30 novembre au matin. Pour savoir si Aix-Marseille Université est lauréate de cet appel à projet financé par l'ANR et donc nous attendons les décisions par rapport à ça et nous aurons également bien évidemment, comme vous le voyez, une association avec le service de formation professionnelle et continue d'Aix-Marseille Université pour pouvoir aussi offrir aux entreprises avec qui nous discuterons de projets d'innovation, leur proposer aussi des UE d'enseignement dans le cadre de la formation continue et professionnelle. Et également des flex office pour les partenaires industriels, comme vous pouvez le voir en haut de l'immeuble sur la slide. Je vous remercie pour votre attention et comme vous l'avez vu, on a un petit peu parlé de la SAT Sud-Est dans ma présentation et donc je vais maintenant laisser la parole à Marion Cadorin qui est responsable des ressources humaines au sein de la SAT Sud-Est pour qu'elle puisse vous présenter cet outil sur le territoire. Bonjour à tous, je suis Marion Cadorin, responsable des ressources humaines au sein de la SAT Sud-Est. Bien désolée de ne pas pouvoir être avec vous en direct aujourd'hui, mais j'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice dans ce joli monde qu'est la formation continue, en vous montrant dans les quelques slides qui suivent comment aujourd'hui notre entreprise que je vais vous présenter fait un lien entre le monde de la recherche et le monde industriel en s'appuyant sur entre autres choses, la formation continue. La SAT Sud-Est, qui fait partie d'un groupe de 13 SAT en France, Société d'accélération du transfert de technologie, a été créée en 2012 dans le cadre du programme des investissements d'avenir, ce qu'on appelle PIA. Le cœur de métier est la maturation des inventions issues des laboratoires de recherche régionaux sur le plan juridique, comme la propriété intellectuelle, économique, c'est-à-dire le marché, nous allons y revenir, et technologique, la maturation technologique. Et l'objectif est de transférer les technologies innovantes de ces actionnaires
vers le monde industriel par la concession de licences d'exploitation à des entreprises. Donc, lorsqu'une déclaration d'invention est déposée et que la SAT décide de porter à maturation le projet du chercheur et du laboratoire, il faut bien évidemment pouvoir sécuriser cette invention via bien évidemment la protection avec la propriété intellectuelle, comme je le disais tout à l'heure. Il faut faire maturer l'invention sur le bon marché et la SAT Sud-Est a la chance de connaître un peu l'environnement industriel pour pouvoir avoir les bons interlocuteurs et savoir qu'une invention peut être amenée à intéresser un industriel et bien évidemment l'aider à se déployer avec la bonne forme juridique. Est-ce que cette invention va être reprise par un industriel? Est-ce qu'elle va donner lieu à une start-up, etc. Cette slide-là me semble être la plus intéressante et elle va permettre de faire le lien avec le sujet qui nous emmène aujourd'hui, puisqu'on voit ici tout le parcours pour le transfert des innovations. Ça part donc, comme je disais, de l'invention d'un chercheur et d'un besoin du marché qui vont faire en sorte que la SAT va décider à la déclaration d'invention de proposer, de prendre entre ses mains la maturation de l'invention du chercheur. Ça passe donc par un critère de sélection et à partir de là vont être mis en place toute la partie propriété intellectuelle, études de marché, preuve de concept, etc. Pour aider le chercheur et le laboratoire à maturer cette invention, la SAT leur met à disposition un chercheur qui va venir, qui sera donc CDD de la SAT, mais qui viendra en complément dans le laboratoire pour accompagner cette maturation et apporter un peu plus de main-d'œuvre. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure puisque c'est sur ces jeunes doctorants ou docteurs que nous allons pouvoir parler de formation continue. Le projet de maturation prend un certain nombre de temps, vous vous en doutez. Il est suivi de timesheets réguliers pour voir où en sont les choses jusqu'à la commercialisation, soit vers le transfert, un transfert vers l'industrie, soit un transfert vers la création d'entreprises de start-up. Donc, vous voyez bien qu'à ce stade, nous travaillons énormément et en étroite collaboration avec nos actionnaires qui sont, entre autres choses, aujourd'hui, qui nous intéressent, l'Université d'Aix-Marseille. Ces docteurs qui sortent donc du monde académique ont un besoin d'accompagnement vers la professionnalisation de leurs compétences, puisqu'aujourd'hui, ils ont des compétences techniques, ils ont des compétences transversales, mais il faut aussi que l'on puisse s'appuyer sur l'offre de formation au sein de l'université via une montée en compétences, via une digitalisation des compétences. Vous voyez tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde de la formation continue pour leur permettre de pouvoir expliquer là d'où ils viennent à un monde industriel. C'est toujours compliqué. On a des termes qui sont très techniques et très basés sur le parcours de là où on vient, mais on ne connaît pas forcément comment en parler à un industriel, comment en parler lors de la création d'une start-up, etc. Et c'est donc grâce à ça, grâce à ces parcours de formation que l'on va pouvoir co-construire avec l'université, que nous allons pouvoir non seulement faire monter en maturation l'invention du chercheur, mais également pouvoir accompagner les chercheurs eux-mêmes ou les docteurs à imaginer une autre finalité qui sera plus industrielle ou plus sur de la création d'entreprises de leurs inventions et de leurs recherches. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet du coup d'entreapercevoir une autre possibilité lorsque l'on devient docteur, de pouvoir mettre à profit tout ce travail, tout ce qui a été construit autour de la thèse et de leurs vraies compétences et de pouvoir le proposer du coup au monde industriel. Bon, j'espère que ce mode de déroulement de ma présentation n'est pas trop pénible, ni pour ceux qui organisent et qui sont obligés de le faire à ma place, et je m'en excuse, ni pour ceux qui écoutent. Donc, la dernière slide que je voulais vous présenter est finalement celle qui résume assez bien ce pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pouvoir créer une passerelle entre deux mondes, le monde scientifique avec son propre
jargon, sa propre façon de s'exprimer, ses propres compréhensions problématiques et la partie industrielle, entrepreneuriale, également avec ses propres habitudes. La formation continue où aujourd'hui la SAT et donc bien évidemment relier les deux ne peut qu'amplifier cette passerelle, c'est de pouvoir apporter justement ce fil permettant de faire monter en compétences non seulement technique, puisque un scientifique peut bien évidemment être maîtrisant dans sa partie, mais avoir besoin de compléments sur certaines autres approches techniques, et aussi une montée en compétences sur comment aujourd'hui je peux m'adapter au monde de l'entreprise que je ne maîtrise pas forcément puisque je ne m'y suis pas encore amenée aujourd'hui. Et donc l'amener à intégrer plus une notion entrepreneuriale de son approche. Voilà, ça ouvre finalement aux docteurs un grand panel de possibilités qui leur permettrait, qui peut leur permettre de rester dans leur domaine de compétences, de pouvoir utiliser toutes ces années et tout ce savoir qu'ils ont pu mettre en place et d'en faire profiter des industries qui vont peut-être être amenées à créer des services R&D qui sont peut-être finalement pas tellement au fait de ce qui se fait et ont besoin également de cet échange et de cette matière grise. Voilà, écoutez, j'espère avoir été claire. Je me tiens à votre disposition. Je ne sais pas si mes coordonnées peuvent être données, mais je serai enchantée de pouvoir échanger. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci Marion pour ce partage. En fait, là aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre au cours de cet atelier, cet e-atelier, la formation professionnelle, ses acteurs et finalement tout son écosystème aujourd'hui présent au niveau de cet atelier représente un monde, à mon sens, de passionnés, d'engagés. Elle reste le squelette du parcours professionnel de tout un chacun tout au long de sa vie. En fait, la loi Choisir son avenir professionnel a permis à chaque individu, quel que soit son statut, quel que soit son avenir et sa situation personnelle, de construire son parcours professionnel en actionnant notamment le compte personnel de formation. Elle va permettre aujourd'hui en fait de compléter, consolider ses compétences techniques de base, mais également aussi transversales. On a entendu l'apport des accompagnements spécifiques, des nouvelles compétences au monde socio-économique, aux entreprises, mais également au tissu associatif. Au regard de ces enjeux en fait structurels, organisationnels auxquels aujourd'hui nous devons faire face pour maintenir en fait les activités économiques et financières, les nouvelles orientations, finalement la formation professionnelle, ça va être l'opportunité de favoriser les passerelles. Alors les passerelles entre les métiers d'aujourd'hui, mais aussi les métiers de demain, d'avenir. Elle va permettre de sécuriser les transitions professionnelles, les reconversions. Elle va accompagner également les plus fragilisés, les plus éloignés de l'emploi, afin de leur faciliter une insertion, voire une réinsertion professionnelle ou encore même une poursuite d'études. Alors Agile, elle fait sans cesse face à de nouvelles réglementations. On a entendu, un monde qui va imposer d'être toujours de plus en plus réactif. La digitalisation de l'offre de formation, accélérée justement par la crise sanitaire, elle ne va pas se réduire finalement à la transposition d'un programme de formation en distanciel. On l'a entendu, l'ingénierie pédagogique, les choix technologiques, mais également les méthodes agiles, l'intelligence collective dont on peut faire preuve dans un système où les organisations aujourd'hui sont devenues des organisations finalement apprenantes, va renforcer notre volonté à Aix-Marseille Université de développer, de structurer, mais également de valoriser l'interdisciplinarité, le lien recherche-formation, les pédagogies collaboratives, immersives, pour répondre tant aux défis sociaux, sociétaux, de territoires locaux, nationaux, voire même internationaux. Écoutez, moi je voulais vous remercier toutes et tous pour votre participation à cet échange qui m'a semblé très riche et qui a nourri, je l'espère en tout cas, l'ambition d'une formation professionnelle au service de toutes et de tous.